Bonjour, chère étudiante. Bonjour, cher étudiant. J'espère que vous vous portez bien et j'espère aussi que vous faites beaucoup d'exercices, à la fois physiques, en faisant du sport at home, et mentaux, en travaillant, en lisant beaucoup et en regardant sur Internet les sites qui pourraient vous nourrir intellectuellement. Voilà, nous poursuivons notre cours en audiovisuel. Je commence d'abord par les proverbes du jour. 2 proverbes. Premier proverbe. Il vaut mieux être un confiné aujourd'hui, qu'un con fini, qui est fini demain. Alors, il vaut mieux rester chez soi. Ça, c'est le sage coronavirus qui nous a appris ça. Deuxième proverbe. Le coronavirus bloque provisoirement le nomadisme du corps. Oui, le corps ne se déplace plus. On est confiné. Mais il est impuissant face au nomadisme virtuel. Grâce à Internet aujourd'hui, vous pouvez vous balader dans le monde entier. Numérique. Et face à la transhumance de la connaissance. Plus vous êtes curieux, plus vous êtes sain, plus vous êtes fort. Le mot curieux ou curiosité vient de cure. La curiosité scientifique, épistimique, la curiosité du savoir est le meilleur médicament contre le coronavirus. Alors soyez curieux. Merci. Alors, première remarque, s'il vous plaît, avant de commencer le cours. La première remarque, c'est que la recherche sur les erreurs de français dans les rues de Marrakech est suspendue jusqu'à nouvel ordre, vu qu'on ne pouvait pas circuler dans la ville pour prendre des photos. Donc on suspend cet exercice, peut-être après cette épidémie, Inch'Allah. Deuxième remarque. Voilà, j'ai une suggestion d'exercice pour l'examen. Si vous voulez bien, collecter et classer les images, vidéos, caricatures, photos, classement par genre ou classement par thème, des images relatives au confinement dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens font ce qu'on appelle de l'exhibitionnisme de leur propre confinement. Ils exhibent leur confinement, ils le montrent. Alors pourquoi ne pas analyser ce comportement social ? Il me semble très intéressant de l'analyser sémiotiquement, bien sûr. Je ne vous demande pas de faire l'analyse psychologique, psychanalytique, sociologique, mais simplement l'analyse sémiotique où on doit chercher du sens. Et puis, pourquoi pas filmer vous-même votre propre intérieur en cherchant les formes géométriques. Voilà, cherchez dans votre maison des formes géométriques comme le cercle, le triangle, la ligne horizontale, la ligne verticale, et surtout les lignes qui font beau, qui créent de la beauté dans votre petite chambre ou votre maison. Ce serait génial de chercher ces formes qui font de la beauté de votre maison ou de votre chambre. Troisième exercice, pour l'éditeur cette fois-ci. Cherchez les plus beaux textes sur les épidémies dans la littérature française, comme le cas de la peste de Camus, par exemple. Il y en a beaucoup, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, il y a de très beaux textes sur les épidémies, où on trouve à la fois de la tragédie et de l'espoir, on trouve de la raison et de la foi, et on trouve aussi surtout beaucoup d'esthétique littéraire. Et puis, en même temps, chercher les épidémies dans les arts. Comment la peinture a représenté l'épidémie. Tout ça est disponible sur Internet. Comment le cinéma a représenté l'épidémie ou les pandémies. Comment la bande dessinée a représenté les pandémies. Ce serait un exercice très 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 intéressant pour vous. Pour les linguistes, je suggère, s'ils le veulent bien, de travailler sur les champs linguistiques des termes suivants. Épidémie, maladie, médecin, guérir,
Donc cherchez les champs linguistiques, tous les mots qui font partie du champ lexical, le champ sémantique, des mots qui font partie de ces mots, épidémie, maladie, etc. Enfin, les linguistes et littéraires peuvent travailler sur les deux. Vous êtes invité à travailler sur les deux, c'est mieux. Bon. Voilà, passons au cours. Alors ça, c'est la suite de l'analyse d'images et de films qu'on a vu la dernière fois. Et on va centrer l'intérêt aujourd'hui sur le langage audiovisuel en deux temps. En premier moment, on va s'intéresser à l'image fixe, et puis dans un deuxième moment, c'est-à-dire la prochaine séance, sera consacrée à l'image mobile. Et puis on va passer tout de suite après à des exemples d'illustrations pratiques. Alors, nous sommes dans le langage audiovisuel. Alors, l'image est une représentation visuelle du réel, qui est à la fois partielle et partiale. Je vous rappelle que l'image n'est jamais le réel. Jamais. L'image d'une pomme n'est pas la pomme. Regardez le tableau de Magritte sur Internet. La trahison des images. L'image de la guerre n'est pas la guerre. L'image d'un chien ne mord pas. L'image d'un citron n'a pas de goût. Et ainsi de suite. Donc l'image n'est pas le réel, mais c'est quelque chose, c'est un analogon du réel. Un analogon, une mimésis du réel, une représentation qui est proche du réel. Pardon, mais qui est à la fois partielle parce qu'elle prend quelques éléments du réel. La photographie prend la lumière du réel, par exemple. La peinture prend les formes géométriques du réel. Et partielle. Elle est partielle parce qu'elle exprime un point de vue, le point de vue de celui qui fabrique l'image. Il n'y a pas d'image objective, ça n'existe jamais. Même la vidéosurveillance n'est pas objective. Même les images de satellites vues d'en haut ne sont pas objectives. Il y a toujours un point de vue derrière. Un point de vue qui exprime une subjectivité et qui exprime aussi une culture et une Weltanschauung, une vision du monde. Alors, ensuite, comme tout système de signes, l'image se compose d'un signifié, ça vous l'avez déjà étudié, le contenu des idées et d'un signifiant, la forme, l'expression perçue par les yeux. Donc nous avons une dimension sémantique, ici, qui est généralement, qu'on appellera généralement dimension iconique, puisqu'il renvoie au réel, et une dimension plastique, le signifiant, la forme, la manifestation matérielle du sens. C'est ce que je perçois par les yeux. Je perçois des formes, des couleurs, des mouvements, des interstices, des nuances de couleurs, de la lumière. Eh bien, ce sont des éléments du signifiant. Ce signifiant est multicodé. Parce qu'il comporte plusieurs codes. Le code d'analogie, c'est un code, la représentation du réel. Vous savez que toutes les cultures du monde ne représentent le réel de la même manière. Et dans l'histoire d'humanité, on n'a pas la même représentation du réel. Le réel pour l'homo sapiens, non, l'homo sapiens. Dans les grottes d'Altamira, de Lascaux, ou bien dans le sud du Maroc, à Ouazzazate, etc., est très stylisé. Il n'est pas aussi représentatif que les photos 3D d'aujourd'hui. Et puis le réel au Moyen-Âge n'est pas la même chose. La représentation du réel au Moyen-Âge n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et puis la représentation en peinture du réel n'est pas la même chose que la représentation en caricature ou dans le cinéma 3D. Donc il y a des codes d'analogie. Puis vous avez le code des couleurs, on va voir, le code de la perspective, le code du cadrage, etc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le langage audiovisuel? Le langage audiovisuel est un vocabulaire et un code
propre au cinéma, à la photographie, à la peinture, à la bande dessinée et à l'affiche. Il constitue aussi une grammaire qui permet d'organiser la structure iconique en vue de l'expression esthétique. Donc le langage, vous voyez bien, le langage c'est à la fois un vocabulaire, c'est à la fois une technique, et c'est aussi une grammaire et une esthétique. Alors on va se concentrer tout de suite là, dans cette séance, à l'image fixe, particulièrement la photographie, la peinture, l'affiche. Mais tout ce que je vais dire à propos d'image fixe est valable aussi pour l'image mobile, le cinéma, la télévision, la vidéo. Parce que le langage photographique se trouve aussi dans le cinéma, dans la vidéo et dans les arts visuels mobiles. Voilà. Alors, quels sont les principaux termes qu'on peut retenir à votre niveau, bien sûr? Je n'entre pas dans le détail. Vous n'êtes pas de véritables étudiants de cinéma ou d'art visuel. Vous êtes là pour l'initiation aux arts visuels. Donc, j'ai essayé de collecter les mots les plus simples et les plus importants pour pouvoir analyser une image et pour pouvoir aussi fabriquer des images à votre niveau amateur. C'est-à-dire que j'ai essayé d'adapter le discours des professionnels à votre niveau d'amateur. Allons-y. Premier terme important, le cadrage. Le cadrage, c'est quoi? C'est le cadre qui délimite les frontières, les limites matérielles de l'image et qui montre le contenu du champ. Alors le cadrage, c'est un choix d'information puisé dans le réel. Bon, ici, c'est peut-être le réel qu'il faut mettre. Puisé dans le réel. Mais tout choix implique une exclusion, un élagage. Cadrer, c'est donc choisir, et choisir, c'est exclure. D'accord? Quand vous cadrez la classe, par exemple, eh bien, vous choisissez un élément, et vous excluez d'autres éléments. Voilà, quand vous filmez votre chambre, vous n'allez pas tout filmer dans la chambre, mais seulement les éléments les plus pertinents. Mais vous allez exclure d'autres éléments. Donc cadrer, c'est choisir, et choisir, c'est exclure. Parfois c'est dur d'exclure, mais parfois c'est nécessaire. Alors, regardons un exemple de cadrage. Ça, c'est un cadre qui délimite un espace. Un espace. Là aussi, vous avez un deuxième cadre ici. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Là, on a un deuxième cadre. Puis on a un troisième cadre. Blanc. D'accord? Voilà, nous avons une image un tout petit peu multicadrée. Et le cadre délimite l'information. C'est-à-dire, vous orientez l'attention du lecteur sur l'information à l'intérieur du cadre, mais pas sur l'extérieur du cadre. D'accord? Voilà, vous avez le cadre dans la peinture, est obligatoire, dans la bande dessinée, dans la photographie, dans le cinéma, dans la télévision, et partout, le cadre est là. Et nous sommes dans la culture du cadre et la culture de l'écran. La notion de cadre est partagée entre l'image et le texte écrit, puisqu'on peut considérer que le livre est un cadre, la page est un cadre. D'accord? Donc la manifestation du textuel est nécessairement encadrée. Voilà. Voilà le cadre. Donc le cadre, alors bien sûr, la forme du cadre, il y en a plusieurs. Vous avez cette forme carrée, vous pouvez en avoir d'autres, comme le rectangle, dans le cinéma. D'accord? Le cinémascope. Vous pouvez avoir le cercle, un peu circulaire, ou l'ovale. Donc, il y a des choix de cadrage. Et puis le cadrage est généralement visible ici, mais parfois on peut trouver un cadrage invisible. On en reparlera sans doute quand on analysera un film ou un tableau de peinture. Alors, deuxième élément. Les formes et lignes géométriques. Voilà. On ne peut pas parler d'image sans géométrie. Comme on ne peut pas parler de film sans temporalité, sans arithmétique. Donc la géométrie
est nécessaire pour l'analyse des images. Bien sûr, à votre niveau, on va faire de la géométrie très simple, une géométrie d'initiation. Alors, l'image est nécessairement composée de formes géométriques, explicites ou implicites. Nous avons dans l'image le cercle, le triangle, les lignes horizontales, le point, la ligne verticale, le losange, toutes les formes géométriques que vous avez déjà étudiées, soit au primaire, soit au collège, on peut les retrouver dans les images. Et c'est très bien de les analyser. Alors, les arts visuels, que ce soit de la peinture, la photo, la bande dessinée, sont basés, les arts sont basés sur les formes géométriques et sur leur symbolisme. Alors là, je vous invite à lire le dictionnaire des symboles de Chevalier, où on parle de la symbolique des formes géométriques. Le dictionnaire est disponible en PDF sur Internet. On parle des formes géométriques. Le cercle a une signification, bien sûr, universelle, mais il a une signification culturelle. D'accord ? Le cercle signifie toujours la plénitude, la complétude, l'infini. Mais dans certaines cultures, il peut avoir un autre sens, dans certaines cultures. D'accord ? La ligne horizontale signifie généralement le calme. Les lignes zigzaguées signifient généralement l'incertitude, le déséquilibre. La ligne oblique, c'est le déséquilibre. Donc, on voit bien que les formes géométriques ont une symbolique intrinsèque, mais parfois ils ont une forme symbolique qui est extrinsèque, qui est liée au contexte. En effet, les formes géométriques ont une valeur plastique, esthétique et des valeurs connotatives. Oui, il ne faut pas oublier le côté plastique. Le côté beau. Parfois, oui, on choisit une forme géométrique uniquement pour sa beauté, non pas pour sa symbolique. Parce que ça fait beau, tout simplement. Et puis, il y a les formes quantitatives, voilà, la plénitude, la ligne horizontale signifie la soumission, parfois, etc. Bon, je vous demande d'admirer ce tableau de Kandinsky, où il y a beaucoup de formes géométriques. Voilà, vous voyez bien, c'est un mélange de formes, le cercle, le triangle, d'accord, un cercle, deux petits cercles, triangle, losange, et puis qu'est-ce qu'il y a encore d'autre là-dedans? Un rectangle ici. Et voilà, et vous voyez bien ce mariage entre, d'une part, les formes géométriques et les couleurs, et l'espace. Et ça fait beau. Regardez encore quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, c'est de Kandinsky. La peinture abstraite. Regardez, c'est magnifique. C'est délicieux. C'est extraordinaire. C'est une beauté. Oui, ce n'est qu'une image du tableau, mais on ressent quelque chose face à cette harmonie des formes. Il y a une harmonie des formes et une beauté des formes. Voilà. Et puis des couleurs. Ne cherchez pas le sens, cherchez l'émotion surtout. Ça vous donne une émotion esthétique. Et puis vous avez des formes, des courbes, voilà, les courbes. Et puis une oblique. Et puis vous avez des cercles partout. Voilà, on ressent une sorte de déséquilibre à la fois équilibré. Une sorte d'harmonie et de non-harmonie. Une sorte de présence et d'absence, etc. Alors, troisième concept sur lequel on va travailler, dont vous aurez besoin pour analyser des images, des photos et des films, c'est l'échelle des plans. Alors, l'échelle des plans est un type de cadrage qui permet de sélectionner, j'ajoute ici permet, pardon, qui permet de sélectionner des zones du paysage ou du corps humain. Voilà. C'est un type de cadrage. Alors, les principales valeurs de cette échelle de plan sont... Alors, on va essayer de voir les valeurs. Bon, excusez-moi, il y a des S ici. Enfin, échelle. Définition. On commence par le premier plan.
Le plan général, qui est un plan large du paysage, donc quand vous filmez une ville d'en haut, ou une campagne, ou un paysage, où le personnage est minuscule. D'accord? Oui, alors là, ça va permettre, bien sûr, d'indiquer le lieu de l'action. Voilà, regardez, les personnages sont minuscules ici. Ah, et non, là, ces personnages-là, ils ne se sont pas confinés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'ils rentrent à la maison. Regardez bien, c'est pour situer l'action. Enfin, il y a une action qui est là, et puis pour la situer dans la plage, avec un ciel bleu, on donne un plan général. Généralement, vous avez le plan général dans tous les films pour situer le lieu de l'action. Surtout dans le western et dans les films d'aventure. Deuxième plan, plan d'ensemble. Alors là, dans le plan d'ensemble, il est possible de... Voilà, il est un peu moins général que le plan général, mais là on peut identifier des personnages. En tout cas, on peut identifier les personnages en fonction de leur genre. Une femme, un homme, ou une femme, un homme, leur taille aussi, etc. On peut identifier plus ou moins. Par rapport à l'autre image, là on ne peut pas identifier qui est l'homme, qui est la femme. Ça va être difficile, sauf si on zoome. Mais là, voilà, on a le lieu, d'accord? C'est un plan semi-large, et puis on a les personnages qu'on peut identifier. C'est un plan d'ensemble qui est beaucoup plus riche en informations que le plan général. Alors, troisième type de plan, le plan de pied. C'est-à-dire qu'il permet de cadrer à partir des pieds jusqu'à la tête. Alors, c'est un cadrage qui permet de montrer un personnage des pieds à la tête et qui est utilisé pour montrer l'action des joueurs de foot, par exemple, ou pour montrer les mannequins, d'accord, les mannequins, ou pour montrer Vénus, la beauté du corps de Vénus. Regardez ça dans les tableaux de peinture classiques. D'accord, prenez le Tintoret ou prenez les grands classiques. Vous y trouverez de très beaux plans de pieds. Et puis ça permet de montrer le corps. Des actions de karaté. Voilà, les films de karaté, on y trouve ouais, le plan de corps, le pied. Vénus et les mannequins. Le plan italien, qui a été inventé par le cinéma italien et qui est aujourd'hui dépassé, permet de cadrer à partir des mollets. Ici, enfin là en bas, un tout petit peu. Là, en bas. D'accord? Pour montrer le corps en entier. Oui, pour montrer le corps en entier. Alors, toute notre pensée avec nos collègues et tous les Italiens qui souffrent maintenant. Toutes nos pensées pour eux, nous partageons leur douleur. Alors, plan américain. Alors, c'est un cadrage inventé par le cinéma américain permettant de cadrer à partir de la mi-cuisse. Voilà, ici. À partir des cuisses, la mi-cuisse. Pourquoi? Pour mettre en valeur le pistolet. Voilà. Pardon? Pour mettre en valeur le pistolet. Ou le couteau. D'accord? Ah oui, voilà. Donc là, Clint Eastwood, magnifique Clint Eastwood, là, avec un très beau plan qui le met en valeur. On aura l'occasion d'en parler par la suite. Plan taille, il permet de cadrer à partir de la ceinture. À partir de la ceinture, pour montrer le visage, pour montrer le buste et le mouvement des bras. D'accord? Et le mouvement des bras. Plan poitrine. Alors, le plan poitrine permet de montrer les muscles à partir de la poitrine. C'est un plan serré, bien sûr. Il permet de montrer les muscles, les seins, les grades, pour les grader, la cravate, s'il y en a, et surtout le visage. C'est un plan psychologique. D'accord? Là, dans les films qu'on appelle les péplums,
les films de l'Antiquité gréco-romaine, ce plan est magnifique parce qu'on montre les muscles des hommes, de Hercule, d'accord, de massiste. Ça permet de montrer la musculature à ce niveau-là. Et en montrant la psychologie du personnage, bien sûr. Le gros plan, il permet de cadrer le visage pour en révéler les mimiques, les émotions. Là, vous voyez le président Trump, le gros plan a été fait justement pour montrer la mimique à ce niveau-là. La mimique du visage. L'expression des émotions. D'accord ? Voilà, c'est utilisé dans le cinéma, dans la télévision, dans l'information générale, pour créer plus de proximité aussi. Oui, c'est un plan de proximité, il est proche. D'accord ? Autant, là, le plan, ici, exprime l'éloignement, la distance, oui, la distance sociale dont on parle aujourd'hui, autant ici, cela exprime, autant le plan ici, ou le plan ici exprime la proximité. D'accord ? Aujourd'hui, il est déconseillé d'avoir trop de proximité avec les autres. Le très gros plan, c'est le cadrage d'un détail du corps, d'un objet, les yeux, la bouche, les oreilles, et ça permet de concentrer l'attention sur un visage, sur un détail du visage. Les yeux, par exemple, ici. Le nez, la bouche, les oreilles, la main, une cicatrice, etc. L'échelle des plans permet donc, voilà, on a vu l'essentiel. Oui, il y a l'insert ou le très gros plan sur les objets aussi, il ne faut pas oublier. D'accord ? Alors, l'échelle des plans permet d'orienter la lecture soit sur un détail, le très gros plan, soit sur un ensemble, le plan général. On distinguera aussi les plans psychologiques introvertis, d'accord, les plans psychologiques, gros plan, plan poitrine, des plans sociologiques larges et extrovertis, plan d'ensemble, plan général. D'accord ? Ces plans sont psychologiques, ils expriment une psychologie du personnage. Ces plans-là, les plans ici, là, ils expriment plutôt l'action et un espace social. D'accord ? Ils sont plutôt liés au cadre. Là, c'est plutôt l'intériorité du personnage qui nous intéresse. Là, c'est l'extériorité du personnage. Voilà. On a terminé cet aspect de l'échelle des plans. Voilà, une petite révision. Très gros plan, plan rapproché, si vous voulez, plan américain, plan italien, plan moyen. D'accord ? Plan moyen qui est valable pour ce que je viens de plan de pied ici. D'accord ? Très bien. Alors, quatrième élément de l'analyse de l'image fixe, mais qui est valable aussi pour le cinéma, la composition. C'est la répartition, la distribution des éléments visuels importants, il faut un S ici, dans le champ selon les règles des points et lignes forts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, dans cette image, vous avez des points forts. C'est un A, B, C et D. Et vous avez des lignes de force. 1, 2, 3 et 4. C'est plutôt un héritage de la peinture, de l'architecture grecque, gréco-romaine particulièrement, qui nous permet donc de placer tous les objets intéressants ici, dans ces zones-là. Quand on filme un personnage, quand on photographie un personnage, on le met dans cette zone-là, ici, par exemple, ou là.
ou bien dans ce point, ou ici, ou n'importe quoi. D'accord? Et puis la ligne, cette ligne, il est préférable qu'elle ne soit pas au milieu, mais décalée. Regardez, on peut décomposer l'image en tiers. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. C'est cette dissymétrie qui crée la beauté de l'image. Ce n'est pas le milieu. Le milieu, ça paraît un petit peu trop banal, maladroit. Quand vous placez la ligne, ces lignes-là à ce niveau-là, c'est mal vu. Alors prenons un exemple, oui, un très bel exemple. Voilà, placé ici, donc le bateau est placé ici, donc à ce niveau-là, un point fort et une ligne de force. Il n'est pas placé au milieu. Et puis, regardez la ligne d'horizon, cette ligne. Il est décalé par rapport au milieu. Le milieu de l'image, c'est ici à peu près. Mais il est décalé. Alors, ça peut signifier que, voilà, on donne beaucoup plus d'importance. Le 2/3 de l'image, c'est le ciel, et le 1/3, c'est pour la terre. C'est une image plutôt spirituelle. Si c'était une image matérielle, ce cadre, cette ligne, serait placée ici. Voilà, une très belle image de voyage. Donc le bateau est placé sur un point fort et une ligne de force. La ligne d'horizon horizontale réserve une large place au ciel, domaine du spirituel et de l'ailleurs. Alors je vous demande d'analyser le tableau suivant, où se trouvent les points forts. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les points forts pour l'Angélus de Millet? Voilà. Cherchez l'analyse de ce tableau sur Internet, il est très très belle. Passons à la profondeur de champ. La profondeur de champ. C'est la disposition des éléments visuels sur l'axe de la profondeur par rapport au regard en fonction de deux valeurs, la netteté et le flou. Ce qui est proche est net et crée une intimité avec le spectateur. Par contre, ce qui est loin est flou et distant. On distingue donc des zones de netteté, source de sécurité et d'euphorie, et des zones de flou, source d'inquiétude et d'interrogation. Alors, par exemple, vous, quand vous êtes dans la classe, face au professeur, vous êtes dans un axe de profondeur de champ. Les éléments qui sont proches de vous sont nets, et plus vous vous éloignez, plus c'est flou. Et j'espère que le tableau de la classe n'est pas flou pour vous. Alors regardez dans cette image-là. Ce plan-là est net, parce qu'on a focalisé l'attention sur les roses, là, rouges. Et puis, cet espace est flou, parce qu'il n'est pas important. Il est dévalorisé. Et puis ça crée de l'inquiétude, ça crée du questionnement. Là, on comprend, c'est euphorique. C'est plaisant. Là, approximativement, c'est légèrement, oui, c'est moins flou ici. D'accord? Voilà. Alors, le mot suivant, la perspective. Comme la profondeur de champ, elle est basée sur la distribution des éléments visuels sur l'axe de la profondeur par rapport à un regard. Il existe 3 plans de perspective visuelle. Le premier plan, proche et de taille grande. Le deuxième plan, plus ou moins éloigné. Et l'arrière-plan, loin, avec petite taille. La perspective crée une relation proxémique. Je crois que j'ai déjà parlé de cette relation dans le cours sur la communication. Proxémique avec le spectateur. Plus on s'éloigne du sujet regardant, plus on devient petit et flou. En sémiologie, le premier plan est valorisé. L'arrière-plan est dévalorisé. Voilà, bon, voilà. Là, vous avez une perspective avec un point de fuite. Avec 2 points de fuite. Et là, vous avez, ça c'est grand. Plus on s'éloigne, plus c'est petit. Plus les arbres deviennent petits. Voilà. C'est ce qu'on appelle la perspective. Et c'est très intéressant. Il est symbolique. Ce qui est devant ici est valorisé. Ce qui est derrière là est dévalorisé, puisqu'il échappe au regard. Ensuite,
voilà, vous avez la même perspective dans ce beau tableau sur Socrate, d'accord? Mais c'est pas pour autant qu'il est dévalorisé, il est centralisé, il est mis dans une position importante. C'est le centre de tout ce qui se passe ici. Mais on a une perspective qui va regarder les points de fuite vont vers Socrate. C'est la source de la lumière. Voilà. Et puis vous avez une perspective qui mène voilà, des objets vers là aussi. Voilà, il y a une voilà, là ça nous mène vers ces éléments-là. Voilà, une autre perspective. Je crois que c'est du franc angélico, si je ne me trompe pas. Regardez les lignes, les points de fuite là. Voilà. Plus on s'éloigne, plus ça devient petit. Alors il faut vous rappeler que dans la peinture, la perspective a été découverte vers le XVIe siècle, avec la Renaissance, quand on a voulu représenter objectivement les objets. Auparavant, dans la peinture, on représentait les gens par leur rang social. Généralement, un seigneur est toujours représenté grand, quelle que soit la position de l'image. Qu'il soit au fond, il est grand. Il est grand. S'il est ici, il est grand. Et un valet, il est petit, quelle que soit la position de l'image. Qu'il soit au fond ou bien au premier plan, il est représenté comme petit selon son rang. Mais la perspective, quand elle a été inventée, surtout la perspective géométrique, elle a permis d'objectiver un tout petit peu la prise de vue. Et de dire, voilà, les personnages qui sont devant sont beaucoup plus grands par rapport à mon œil. D'accord? C'est de la physique. C'est normal. Alors qu'auparavant, c'était le symbole qui comptait. Très belle photographie, avec une belle perspective. Regardez, c'est très beau. C'est très très beau. Ensuite, on n'a pas le temps de tout détailler, malheureusement. Les angles de prise de vue. C'est la disposition de l'objet filmé ou photographié selon l'axe vertical, dessus, dessous. On distingue 3 angles de prise de vue. La plongée, quand la caméra est située au-dessus du personnage, elle connote là, cette plongée connote généralement l'infériorité, la soumission, la faiblesse, l'écrasement du personnage. La contre-plongée, qui a lieu quand la caméra est située au-dessous, en bas du personnage, et elle connote la supériorité, la majesté. Et puis vous avez l'angle normal, ou frontal, ou de niveau, quand la caméra est située à hauteur du personnage. Le point de vue ici est neutre, objectif. On ne cherche pas de valoriser ou dévaloriser. Alors la plongée, elle est où la plongée? La plongée permet de dévaloriser, la contre-plongée permet de valoriser. Faites cet exercice chez vous. Filmez votre petit frère, votre petite soeur, ou votre petit chat, en plongée et en contre-plongée. Prenez des photos en plongée, en contre-plongée, ou bien un pot, ou un livre. Oui, vous pouvez le prendre en plongée, en contre-plongée, et vous allez voir que, justement, intuitivement, on comprend très bien qu'il y a l'infériorité et la supériorité en fonction de la position. Voilà, oui, vous êtes dans le département de français, donc Paris, la Tour Eiffel, c'est quoi ça? Oui, c'est bien. Et c'est quoi ça? Très bien. Et c'est quoi ça? Bravo. D'accord? Plongée, même niveau, à hauteur de l'image, frontale, contre-plongée. Là, on voit bien la majesté. Et là, on voit bien l'infériorité. Et là, c'est un plan neutre. Un deuxième exemple. Plongée, horizontale, neutre, et contre-plongée. Alors, on passe à la suite.
le champ et hors champ. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé du cadrage. Et que dans le cadrage, il y a un choix. Et quand il y a choix, il y a exclusion. Élagage. On ne garde que l'essentiel selon un point de vue, selon un objectif. On fait le tri des éléments du visuel. Vous savez que le visuel nous montre beaucoup de choses. Il y a des milliards d'informations dans le visuel. Et en prenant une photo, ou en dessinant, ou en filmant, on choisit dans les milliards de possibilités visuelles un élément ou deux. Donc champ et hors champ. Le champ se compose des éléments visuels visibles, personnages, lieux, objets, actions. Le hors champ se compose des éléments visuels non visibles dans le champ, mais prévisibles et diégétiques. Donc le champ informe, rassure, le hors-champ est source d'inquiétude et de questionnement. Généralement, le champ renvoie au hors-champ par des procédés conventionnels, comme l'ombre d'un personnage, le regard d'un personnage, la métonymie. Donc quand on voit l'ombre, on devine qu'il y a quelqu'un qui est une source de l'ombre, un être humain. Donc, l'ombre est dans le champ et le personnage, source de l'ombre, est dans le hors-champ. Et bien sûr, l'ombre crée une certaine inquiétude. Le regard d'un personnage, un personnage qui regarde vers le hors-champ. Donc, le hors-champ est interpellé par notre regard. La métonymie, quand je filme une partie du corps, une partie d'un bâtiment, eh bien, ça me permet de deviner qu'il y a le reste est dans le hors-champ. Alors, le hors-champ est un prolongement du cadrage. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du cadre, du hors-cadre. Eh bien, le champ et le hors-champ sont un prolongement, mais sémiotique et diégétique de ces deux notions. Alors, un exemple tiré de M. le Maudit, de Fritz Lang. Le film parle d'un serial killer, un tueur d'enfants. Et puis, tout le monde est à la recherche de ce tueur d'enfants. Et là, ce plan-là, il fait peur aux spectateurs. Nous avons une fillette qui regarde vers le hors-champ. Qu'est-ce qu'elle regarde dans le hors-champ? On ne sait pas ce que c'est. Et puis, on a une ombre qui renvoie au hors-champ. Et cette ombre-là, qu'on n'identifie pas, crée une peur chez le spectateur. Nous sommes intrigués, nous sommes angoissés, et nous posons des questions. Que va-t-il arriver à cette jeune fille? D'accord? Voilà. Donc le hors-champ permet justement de créer du suspense, de créer des interrogations, de s'interroger sur le contenu du texte filmique ou du texte iconique. Là aussi, on regarde le personnage en train de regarder le hors-champ, quelque part à l'extérieur. Mais on a des éléments du hors-champ ici. On voit un immeuble. Si vous regardez bien, vous avez l'immeuble. Eh bien, c'est un élément du hors-champ qui est dans le champ. C'est un élément du hors-champ qui est dans le champ. Alors, on reprend cette image-là, qui me semble d'une grande importance, du champ et du hors-champ. Là, le hors-champ est très intriguant. Là, le hors-champ ne fait pas peur, mais il nous permet de nous interroger sur ce qui existe en dehors de l'image, en dehors du champ. Alors, la lumière et l'éclairage. La lumière peinte, photographiée ou filmée est le fondement de toute image. On oriente la lecture de l'image par l'opposition zone éclairée et zone obscure. La première, la zone éclairée, est source d'information et de quiétude, comme toujours, alors que l'autre, la zone obscure, est source d'inquiétude
est source d'inquiétude et de trouble. Je reprends. La zone éclairée est source d'information et de quiétude. La zone obscure est source d'inquiétude et de trouble. Généralement, la source de lumière dans une image a trois sens. Si la lumière vient d'en haut, cela exprime une certaine spiritualité. Elle exprime le divin, l'angélique, le supérieur. Si la lumière vient d'en bas, c'est plutôt le matérialisme, le diabolique, le mal. Si la lumière vient de gauche de l'image, c'est la rationalité. Si la lumière vient de droite de l'image, c'est l'Orient, la spiritualité. Attention, ce ne sont pas des règles ici, c'est juste des connotations qui sont généralisées, mais ce ne sont pas des règles. Alors, il existe deux types de lumière dans une photographie. Une lumière naturelle, le soleil, la lune, les lucioles par exemple, et une lumière artificielle, c'est l'éclairage d'intérieur par les lampes et par les ampoules, etc. Donc dans une photographie, vous pouvez avoir deux types de lumière. La lumière naturelle du soleil et la lumière artificielle fabriquée par les hommes. Et chaque lumière a un sens, on verra le rôle de ça dans la partie pratique. Alors la lumière dans une image, quelle que soit cette image, permet d'orienter la lecture de l'image, mais aussi de sculpter les personnages et les objets, de sculpter, de mettre en valeur, de donner une esthétique. La lumière n'est pas seulement un moyen d'information, mais c'est aussi un moyen de création du beau. Alors prenons le cas ici, vous voyez bien comment la lumière qui vient d'ici, la lumière du savoir, ça c'est le géographe de Vermeer, la lumière du savoir qui va vers ici, d'accord, et qui illumine toute la chambre, et qui permet d'illuminer la partie les plus importantes, le géographe, donc la carte, les instruments du géographe, la tête du géographe, et puis vous avez le globe de la Terre, et puis tous les éléments de la géographie, et puis là aussi les cartes qui sont illuminées, et puis le drap ici qui est moins illuminé que le reste. Mais en même temps, attention, la lumière crée une certaine profondeur, regardez, c'est profond, on ressent il y a du relief. Regardez cette image, qui est une très très belle image, qui est très spirituelle bien sûr, très intellectuelle. Deuxième image. Alors l'extase de Saint François, c'est le Caravage. Un tableau de Caravage. Regardez la lumière qui vient d'en haut, et qui illumine l'ange, puis le visage de Saint François. Alors, la lumière vient d'en haut, c'est la lumière spirituelle, la lumière divine. Alors, le maître du clair-obscur et de la lumière, c'est Rembrandt. Dans toute l'histoire de la peinture, Rembrandt est considéré comme le patron de ceux qui savent gérer les rapports entre le clair-obscur. Alors regardez là ce beau tableau du philosophe, la lumière qui vient. Donc voilà, la lumière nous permet d'opposer là cet espace noir, obscur, à cet espace lumineux, à cet espace obscur aussi. D'accord? Et puis un espace où il y a encore de la lumière. La lumière divine, la lumière spirituelle et la lumière matérielle. Regardez la lumière qui donne sur le corps analysé par les médecins et par les scientifiques. L'objet, la lumière qui vient, la lumière du savoir. Toujours le Caravage, regardez comment la lumière permet
justement d'éliminer la tête, c'est l'élément important, la prière, d'accord? Voilà, la lumière oriente la lecture. Et les clés. Voilà. Ensuite, la lumière permet de sculpter le corps. Regardez ce sculpteur. Enfin, allez à Semaine, vous aurez cet effet-là. Enfin, regardez les cartes postales. De Semaine, on a cet effet-là où la lumière sculpte le corps. Et le zèbre. Et là, regardez cette belle lumière, le personnage qui court vers la lumière. D'accord, on dirait l'allégorie de la caverne de Platon, le philosophe qui sort de l'obscurité ici, qui est en nous, et qui va vers la lumière. Je vous invite à revoir l'allégorie de Platon et à lire le texte, ou bien des résumés de ce texte. On aura l'occasion d'en parler, puisque le texte est basé sur le passage de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance, de la stupidité vers l'intelligence. C'est très intéressant comme texte. S'il vous plaît, chers étudiants, chères étudiantes, lisez-le profondément, ça vous fera beaucoup de bien. Je parle de l'allégorie de la caverne de Platon, dans son livre La République. Regardez comment la lumière sculpte la main. Et il y a des effets. Bon, on passe. On ne peut pas s'attarder malheureusement sur tous les détails. Le timing qui m'est imposé ne le permet pas. Les couleurs. Alors, oui, vous savez, par exemple, la photographie et le cinéma sont nés en noir et blanc. Ce n'est que tardivement que la couleur a été intégrée. Par contre, la peinture est née en couleur. Le dessin en noir et blanc. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder ici? Ces distinctions me semblent très intéressantes entre les couleurs chaudes, le rouge, le jaune et l'orange, qui symbolisent tout ce qui est chaud, violent, dynamique, joyeux, vivant. Les couleurs froides, le bleu, le vert et le violet, qui expriment plutôt la paix, la fraîcheur, le calme, la volupté, la mer, le ciel. Il faut remarquer que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, mais des tons ou des tonalités liées à l'absence de lumière, le noir, ou à la présence de lumière, le blanc. En fait, le blanc, c'est toutes les couleurs réunies. Le noir, c'est aucune couleur. D'accord? Le gris, c'est à mi-chemin. Alors, un peu toujours Kandinsky, un petit jeu de couleurs et de formes géométriques. Regardez cette harmonie, cette joie qui se dégage de ce tableau, d'accord? Cet émerveillement qui déclare un amour, qui déclare une quiétude, une plénitude. D'accord? Voilà un petit jeu de couleurs et de formes qu'on aimerait bien avoir chez soi aujourd'hui. Ah, oui. Voilà un exemple pour les enfants, l'arc-en-ciel et les couleurs. Voilà, c'est fini pour cette séance. J'espère que vous avez appris des choses et j'espère aussi que vous vous êtes bien amusés et j'espère que c'était agréable. La prochaine fois, on poursuivra le cours sur l'analyse de l'image fixe et l'analyse de l'image mobile cinématographique, avant de passer à la phase pratique qui est l'analyse de la peinture, la photographie, le cinéma, etc., etc. D'accord? Alors, jusqu'au nouvel rendez-vous, je vous souhaite très bel après-midi. Je vous dis, restez bien chez vous et surtout, évadez-vous. Voilà. Échappez à la maison. Par quoi? Par la lecture, par les exercices que je viens de donner,
et par le voyage sur le net. Et surtout par l'écriture aussi. On peut voyager par l'écriture. Écrivez votre journal intime du confinement. Oh là là, je donnerai de bonnes notes à ceux qui me ramèneront un journal intime de leur confinement. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Oui, ce sera une très très bonne chose. Et puis on demandera peut-être à l'université de les publier. Un journal intime du confinement de nos étudiants. Voilà, merci.